Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine se déroule comme il faut. On termine les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce week-end, il y a des matchs de championnat avant la première trêve internationale de 2025. Et oui, le retour de l'équipe de France, frustrant pour certains, mais ça reste tout de même intéressant. On a quitté les Bleus avec les matchs de Ligue des Nations de novembre, une qualification en tête de son groupe devant l'Italie, un quart de finale à venir, aller et retour contre la Croatie. Je me suis dit qu'on allait faire une petite revue d'effectifs, voir un petit peu ce qu'a donné la liste de Didier Deschamps et à quoi s'attendre sur les matchs face à la formation croate. Il y avait 4 joueurs que forcément on voulait voir un petit peu intégrer les Bleus, à savoir Désiré Doué, Ryan Cherki et Magnus Akliouche. Il n'y a que le premier qui a été retenu, c'est dur pour les deux autres parce que voilà, je trouve qu'ils avaient quand même de beaux arguments, et un retour qu'on espérait, celui de Corentin Tolisso qui est très performant avec l'OL, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Europa League, qui a vraiment un très très bon niveau, qui a en plus un rôle un peu différent par rapport à ses précédentes années. Il n'a pas été pris. J'espère que Didier Deschamps lui tendra la main de nouveau. Il a dit, bah voilà, après vous connaissez les éléments de langage, la porte est toujours ouverte pour Corentin Tolisso, mais je trouvais quand même que c'était le bon moment. On va s'attarder évidemment sur la liste de Didier Deschamps, secteur par secteur, gardien, défenseur, milieu, attaquant, à quoi s'attendre lors du quart de finale contre la Croatie. D'ailleurs, je vais afficher de ce pas cette petite liste, avec dans les buts, du coup, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. En défense, ça ne bouge pas par rapport à liste de novembre, que je vais afficher juste pour voir les quelques changements qui ont été effectués, avec Klaus Koundé côté droit, Digne, Théo Hernandez côté gauche, et ensuite on a dans l'axe Saliba, Upamecano, Pavard et Konaté. Au milieu de terrain, on a le retour de Tchouaméni, il n'y a pas de N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot aussi, qui avait été très performant contre l'Italie avec son doublé du côté de San Siro, Warren Zaïre-Emery qui est présent, et peut-être c'est la petite interrogation par rapport à son état physique. Je pense que voilà, même si Warren Zaïre-Emery a fait pas mal de rassemblements des Bleus, donner une chance, une opportunité à Corentin Tolisso m'aurait paru être une bonne idée. Et puis on a voilà dans la rotation aussi Matteo Guendouzi et Manu Koné. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui se cristallisent sur ces deux joueurs. Certains ne comprennent pas pourquoi ils sont présents. Je vais pas me faire l'avocat du diable, je vais pas me mettre à la place de Didier Deschamps, mais ils ont quand même des raisons d'être voilà dans cette liste. Ils n'ont pas volé leur place. Je termine juste par les attaquants avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. À savoir que c'est sans doute le secteur qui est le plus intéressant parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont en grande forme. On a vu au cours de l'année 2025, évidemment, Ousmane Dembélé marquer plus de 20 buts, être le buteur le plus en forme depuis le début de l'année. On a Barcola aussi qui est très très bien revenu. Désiré Doué, la première convocation qui est tout à fait logique, avec un joueur qui est vraiment monté en puissance et qui fait partie de ce rouleau compresseur du Paris Saint-Germain, une individualité qui est, ma foi, tout à fait séduisante. Kolo Muani qui a très très bien démarré très fort à la Juve avant de caler un tout petit peu. Mbappé qui est bien revenu avec le Real, qui là, bon, a peut-être été un petit peu plus emprunté. On a vu que les matchs contre Atlético étaient difficiles, mais il n'en reste pas moins qu'il a marqué un triplé contre Manchester City et que surtout il a marqué pas mal de bons petits buts en étant un peu plus impliqués collectivement dans le jeu. On va voir un petit peu si cette bonne période, cette forme intéressante va aussi profiter à l'équipe de France. Michael Olise qui est aussi très très bon avec le Bayern. Marcus Thuram qui est pareil avec l'Inter, qui a deux visages. On sait qu'avec l'Inter, dans une attaque à deux, c'est très performant. En équipe de France, quand il est seul en pointe, c'est pas évident. Donc, mais quoi qu'il arrive, je trouve que ce secteur offensif vraiment assez complet, riche. Peut-être voilà qu'un Ryan Cherki aurait pu y figurer pour avoir un autre style de joueur, mais ça faisait un petit moment, quoi qu'il arrive, qu'on n'avait pas eu autant de joueurs de l'équipe de France en forme comme ça, donc ça fait forcément plaisir. Si on regarde la dernière liste des Bleus avant celle-ci du mois de mars, on est donc du coup en novembre 2024 avec quelques changements, notamment voilà Fofana qui avait cédé sa place à Pavard. On a N'Golo Kanté qui était présent à la place de Aurélien Tchouaméni qui était blessé alors avec le Real Madrid. Et puis en attaque, on avait quand même la présence de Christopher Nkunku qui n'est pas présent, lui qui a perdu voilà un petit peu de son allant avec Chelsea, qui se cantonne à un rôle de remplaçant. On sait que Nkunku avait peut-être un transfert à négocier pour retourner en Bundesliga du côté du Bayern, ça s'est pas fait, et c'est vrai que là ce choix lui coûte sa place parce que niveau temps de jeu c'est assez critique pour lui. Et là du coup, si on remet un petit peu la liste actuelle, on voit que voilà, Tchouaméni revient à la place de Kanté, que Mbappé fait lui de son côté son retour, et qu'on a la présence d'un 24e homme avec Désiré Doué. Donc voilà les quelques petits changements, ajustements. Vous connaissez Didier Deschamps, il n'y a jamais de grande révolution.
On commence donc par les gardiens de but avec la présence de Lucas Chevalier qui était attendu, désiré. On se disait bon, est-ce que Deschamps va pas nous faire une Deschamps, à savoir rappeler Alphonse Areola qui joue avec West Ham, qui a d'ailleurs changé de style, hein. Je pense que vous l'avez vu, la petite moustache qui lui va bien avec une dégaine un peu différente. On va revenir sur le terrain, mais c'est vrai que Chevalier, il sort d'un match contre Dortmund où certes le LOSC s'est fait éliminer, mais il a été encore une fois impressionnant. Lui, son parcours avec des champions aura été quoi qu'il arrive bluffant. Un nombre de parades, d'arrêts réflexes vraiment déterminant. Beaucoup de gens, quand j'ai parlé de la succession de Mike Maignan, en disant ce qui est bien en équipe de France, c'est qu'on sait que quand Maignan arrêtera, on a un Chevalier qui sera sans doute prêt. Beaucoup de gens ont dit non, c'est maintenant que Chevalier doit devenir numéro 1. Maignan n'est pas bon avec le Milan. Ça, je suis d'accord avec vous. Maignan traverse une période très difficile avec l'AC Milan, pas mal d'erreurs, pas mal de bourdes. Déjà que le Milan, c'est compliqué collectivement. Si en plus des cadres comme Maignan n'aident pas, c'est vraiment assez compliqué dans ce sens. Après, en équipe de France, je n'oublie pas que Mike Maignan est assez irréprochable, il est rarement passé à côté. On a pu voir qu'il a été très performant lors de l'Euro 2024, sans doute dans le top 3 des joueurs français avec Saliba et Koundé. Donc de ce point de vue-là, quand on parle de Maignan version équipe de France, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe à Milan, à un moment ou un autre, ça aura peut-être un impact sur son vécu en bleu, mais s'il arrive à faire le distinguo entre sélection et club, tant mieux pour nous, parce que voilà, on sait que Milan, il y a un nombre de problèmes incalculables. Moi aussi, je vois les matchs du Milan, j'en discute souvent avec Bruce, et on est tous les deux très circonspects, et on se rend compte que Maignan, qui était sans doute à un moment donné, quand on parle de club dans le top 5 des gardiens au monde, là, il est même pas dans le top 10-15, il a vraiment beaucoup reculé sur cette saison, c'est vraiment compliqué pour lui, mais de là à voir Chevalier qui n'a pas encore de sélection, lui passer devant pour un quart de finale de Ligue des Nations, je pense que c'est pas le bon moment. Dans l'esprit du sélectionneur, j'ai pas encore évoqué Brice Samba qui lui aussi a changé de club en passant de Lens à Rennes. Je pense que Samba reste numéro 2, Chevalier numéro 3. Par contre, c'est très très bien que Chevalier arrive à Clairefontaine, qui grandisse avec ce groupe, qui prenne de l'expérience, qui prenne une place, pourquoi pas pour la Coupe du Monde 2026, pour au moins avoir déjà ce vécu international pour découvrir ce qu'est une grande compétition. Et je me répète, c'est hyper rassurant pour les Bleus d'avoir une doublure, enfin un gardien d'avenir aussi bon que Chevalier. Et ce qui est sûr, c'est qu'on verra un petit peu ce qui se passera dans un avenir proche pour Chevalier, parce qu'on sait qu'il y aura des approches pour lui. Le LOSC est habitué à très bien vendre. Ce serait une grosse perte, je pense, pour Lille de se séparer de lui. Mais voilà, tu sais que pour un gardien de but, si tu peux en récupérer 45-50 millions d'euros, c'est quand même une très très belle somme. Donc moi perso, je suis vraiment content de voir sa progression, son évolution, et je me dis que ce Chevalier-là peut énormément apporter au bleu, mais pour le moment, on va pas bousculer la hiérarchie. Je sais que je fais mon prudent, mais aussi, je pense que vous connaissez Didier Deschamps, qui n'est pas l'entraîneur le plus apte à faire des bouleversements de cet ordre-là. Maignan gardera sa place, et je me répète, pour moi, l'équipe de France, il n'y a pas grand-chose à reprocher de ce point de vue-là pour le gardien du Milan. Mais on espère qu'il va quand même se reprendre, parce que c'est un peu inquiétant de le voir comme ça en club. Pour la suite du secteur défensif avec les joueurs de champ, on peut voir qu'il n'y a vraiment pas de grands bouleversements. C'était attendu en même temps. On avait du coup Pavard qui avait remplacé Fofana, qui est de nouveau là. On repart avec les mêmes. Je m'attends plutôt à voir Koundé, comme d'habitude, démarrer à droite. On pourrait avoir, pourquoi pas, Saliba et Konaté, même si Upamecano, pour moi, je le redis, m'a jamais trop déçu en équipe de France. Il y a peut-être à gauche une vraie interrogation, parce que je l'ai dit tout à l'heure pour Mike Maignan, il y a beaucoup de difficultés en ce moment avec le Milan. Pour Théo Hernandez, c'est quasiment pire. C'est vraiment un joueur qui est totalement l'ombre de lui-même, avec aussi des soucis extrasportifs. Beaucoup de délicatesse dans la manière de se projeter, la manière de gérer aussi ses actions défensivement. On sent que c'est un joueur qui a un vrai contre-coup physique, moral, mental, qui n'y arrive plus et qui est un petit peu dépassé. C'est assez dingue, parce que c'était vraiment une référence à son poste. Lui, pareil, lors de l'Euro, il n'avait pas tant apporté d'un point de vue offensif. Il était un petit peu limité dans son rôle, parce qu'on sait que c'est un joueur qui adore faire ces fameuses diagonales, à prendre des initiatives intéressantes. Et là, on peut voir que pour Théo Hernandez, c'est délicat. Et dans l'autre sens, on a Lucas Digne qui fait une très belle saison avec Aston Villa, qui est lui dans son rôle habituel, un petit peu de doublure, mais on a vu qu'il avait été très performant lors du match contre l'Italie, avec une telle patte gauche, vraiment une facilité à trouver notamment la tête d'Adrien Rabiot sur corner.
Lucas Digne, c'est cette saison 37 matchs joués avec Aston Villa, plus de 2000 minutes en PL, donc vraiment il a le rythme qu'il faut, et je me dis que ce serait tout à fait justifié de voir Lucas Digne démarrer ce quart de finale aller contre la Croatie à un poste de titulaire. Je pense que sur la forme du moment, il n'y a pas trop de doute. Pourtant, si on parle vraiment de potentiel intrinsèque, oui, je me dis que Théo Hernandez est peut-être un meilleur joueur, mais la forme du moment, elle parle pour le Digne. Et ce qui est dingue, c'est que Lucas Digne, on le connaît depuis tellement longtemps, mais finalement, il n'a que 31 ans, donc ça reste tout de même assez jeune pour ce style de joueur. Pour le reste de défenseurs, je me dis que voilà, on a quand même du beau matériel, on a quand même cette concurrence à 3, Saliba, Konaté, Upamecano. Saliba a été impérial lors du dernier Euro, il a eu quelques difficultés lors du match contre la Belgique, mais voilà, faut pas du tout lui tomber dessus parce que Saliba a raté un match. C'est quand même un joueur assez performant, régulier, fiable, et pour moi, oui, c'est aujourd'hui un petit peu le numéro 1. Ensuite, c'est vrai qu'il y a Konaté, Upamecano, j'ai l'impression que l'opinion publique, la popularité parle pour Konaté, mais je le redis, Upamecano fait une très belle saison avec le Bayern, assez peu de fautes. On sait que de temps en temps, on peut regretter qu'Upamecano, dans le passé, a eu des moments de déconnexion, et je trouve qu'il est plutôt concentré là-dessus. Et oui, peut-être le match contre le Barça, avec le 4-1 encaissé à Montjuïc en phase de groupe, qui a été difficile pour lui et toute la défense du Bayern. Mais sinon, c'est un indiscutable sous Vincent Kompany cette année, c'est tout à fait logique. Moi, je le redis, Upamecano m'a rarement déçu en équipe de France. C'est vrai qu'on a eu quelques matchs avant la Coupe du Monde 2022 où ça a été un petit peu difficile dans une défense à 3. Je me souviens d'un match au Danemark où je m'étais dit oulala, lui je suis pas sûr qu'on le revoie, et finalement sa Coupe du Monde 2022 a été très bonne, l'Euro aussi, peut-être un peu moins vu que Saliba qui a vraiment été à un niveau XXL, mais je me dis qu'on a la chance d'avoir un Upamecano fiable, et en troisième solution c'est tout à fait viable. Après pour le poste de latéral droit, on voit un Jules Koundé qui est voilà, en belle forme avec le Barça d'Hansi Flick, qui a connu voilà, un petit coup de mou, qui a peut-être laissé quelques largesses lorsque le Barça a eu moins de résultats au cœur de l'automne, mais sinon ça reste un joueur qui a même progressé dans sa manière de se projeter, de centrer, de faire des passes en retrait, de trouver un petit peu un offensif, d'être un peu plus intelligent dans cette manière d'appréhender le centre, le moment où il faut donner la balle. Mais Koundé part, quoi qu'il arrive, avec une grosse longueur d'avance sur Jonathan Klaus, qui fait sa saison du côté de l'OGC Nice. On sait que voilà, il est utilisé dans un rôle de piston sous Francaise, mais on sait qu'il peut aussi évoluer dans une défense à 4. Mais voilà, je pense qu'au niveau de la hiérarchie entre les deux, il n'y a pas photo, c'est Jules Koundé qui démarre. On attaque désormais les milieux de terrain, c'est sans doute là où il y a le plus de débats, parce que comme toujours, quand on regarde les noms, on regrette pour pas mal qu'il n'y ait plus Kanté ou Pogba. Je pense qu'il faut quoi qu'il arrive tourner la page. Kanté et Pogba sont les joueurs qui ont plus de 30 ans. On ne sait même pas si Paul Pogba retrouvera ne serait-ce qu'un niveau physique décent. Laissons-le d'abord trouver un club, reprendre la compétition, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant que sa suspension est levée. Kanté qui est lui toujours du côté de l'Arabie Saoudite, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps, qui prépare peut-être l'avenir, on va voir ce que ça donne. Si on rentre un peu dans le détail, on a donc Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni et Zaïre Emery. On peut deviner que Rabiot et Tchouaméni partent pour être titulaires indiscutables. À voir qui sera un petit peu le troisième homme. Est-ce que Deschamps partira avec 4 attaquants? Je ne suis pas sûr. On aura peut-être une configuration un peu prudente avec un troisième homme. Pourquoi pas Camavinga à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques autour de Guendouzi et Koné. Je l'ai dit. Alors, à ce que je sache, Manu Koné n'a pas volé sa place. Quand il a été appelé en équipe de France depuis septembre, il a répondu présent. À la récupération, il a eu un vrai impact. Et même avec la Roma, sa saison est plutôt bonne pour un joueur voilà, qui change un petit peu d'environnement, qui est passé de Mönchengladbach à la Serie A, qui découvre aussi l'équipe de France A après avoir fait de très très bons JO. Moi je comprends pas pourquoi on lui tombe dessus, parce que en ayant vu les matchs des Bleus et regardé pas mal de rencontres de la Roma, lui il fait son job. Guendouzi c'est un petit peu pareil. Guendouzi c'est une tête de Turc, hein. Beaucoup de gens ne l'aiment pas et pensent que voilà, c'est parce que c'est un ancien Marseillais que Deschamps lui fait une fleur. Guendouzi est toujours aussi bon avec la Lazio. Guendouzi quand il est appelé en équipe de France, il a un rôle dans la rotation et il fait le job quand il rentre, il est utile. Il n'a jamais été dégueulasse, c'est plutôt pas mal. C'est pas encore une fois le joueur qui va te faire monter au plafond, mais je trouve que dans son rôle, dans son utilisation, il fait les choses plutôt bien. Donc évidemment, je pense que le nom que tout le monde aurait aimé voir dans ce secteur-là, c'est Corentin Tolisso. Pour moi, il méritait. J'aurais presque préféré le voir à la place d'un Zaïre Emery qui a une blessure, qui revient, qui est peut-être pas à 100% de sa forme et à 100% physiquement apte voilà, à enchaîner 2 matchs de Ligue des Nations, même si je pense que Zaïre Emery aura plutôt un rôle sur le banc. Côté lyonnais, je me dis, soyez contents, hein, vous aurez la chance d'avoir un joueur qui sera préservé pour le sprint final. Ça peut être vraiment sympathique dans ce sens. Mais oui, Corentin Tolisso, pour moi, mérité par rapport à ce qu'il montre en Ligue 1, en Europa League, par rapport à sa
capacité à se projeter. Lui, en troisième homme, au milieu de terrain, il aurait été intéressant pour avoir un rôle un petit peu différent. J'aime beaucoup l'utilisation de Tolisso devant un double pivot. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour la suite de sa carrière en termes de progression, de nouveaux styles sur le terrain. Et ouais, je suis un petit peu déçu pour lui parce que je pense qu'il méritait. Il est revenu de très très loin. Hein. Souvenez-vous, à un moment donné, quand l'OL était en galère, même lui était remplaçant. On se disait, bah, il est peut-être un petit peu là parce qu'il a un statut d'ancien Lyonnais. Il a un salaire qui est colossal. Mais voilà, il n'a pas lâché. Il s'est bien retapé physiquement et aussi mentalement. Il y a une très bonne interview dans l'équipe où il a expliqué que voilà, l'aspect psychologique était quand même déterminant pour lui. Et peut-être ça a aussi joué sur quelques-unes de ses blessures. Et c'est un joueur fiable qui enchaîne beaucoup de matchs. Et oui, j'espère qu'il aura une opportunité de se remontrer en équipe de France parce qu'à 31 ans pour certains, c'est un âge qui est assez vieux, mais dans le football, ça reste encore jeune. Tu as encore pas mal d'années où tu peux apporter. Et c'est vrai que j'aurais préféré le voir à la place de Zaïre Emery si je devais vraiment mettre un autre nom dans ce milieu de terrain-là. Pour le reste, Tchouaméni qui récupère sa place, un petit peu on va dire, d'historique récent de Deschamps, titulaire à l'Euro, titulaire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, c'est un peu son homme de base. Tchouaméni qui a un petit peu des difficultés avec le Real, qui est pas très très bon cette saison, qui est un petit peu mieux en ce moment. C'est vrai qu'on peut le dire hein, par rapport aux 6 premiers mois où ça a été délicat. Là, je trouve qu'on retrouve un Tchouaméni qui a quand même un peu plus d'impact, sans que ce soit un joueur qui soit totalement irréprochable. Et il va falloir qu'il se réveille quoi qu'il arrive, parce qu'au Real, ils n'auront pas la patience de lui laisser autant de temps pour se montrer, et que s'ils peuvent le faire sauter pour aller prendre un milieu plus confirmé ou plus régulier, ils le feront. Rabiot, bah écoutez, le dernier match, il a mis un doublé en Italie, c'est quand même un homme de base de Deschamps, ça me paraît logique. Le seul où j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir donner, c'est Camavinga. Je vous avoue que Camavinga, je reste sur ma faim, que ce soit au Real ou en équipe de France, c'est un immense talent. Camavinga, on le connaît tous depuis ses débuts à Rennes. Les premiers pas au Real ont été très très bons, dans ce rôle de super sub, il a pu apporter. Et maintenant, la prochaine étape pour Camavinga, c'est d'être voilà, ce titulaire, ce mec sur qui on peut compter, se reposer. Et il n'a pas encore eu ce tournant, que ce soit avec le Real ou l'équipe de France. C'est vrai que quand tu vois en termes de talent la fin du duo Kanté-Pogba, Camavinga, au niveau du potentiel, je dis pas qu'il pourra faire aussi bien que Pogba ou Kanté, ça va être très compliqué pour lui, mais en termes de talent, il a quelque chose où il puisse autant apporter au milieu de terrain, et il nous l'a pas encore montré, et ça se ressent aussi au Real où il avait pas mal de difficultés, même si j'ai beaucoup aimé perso son entrée en jeu contre l'Atlético, où je l'ai trouvé vraiment bon, performant, intelligent, qui a su colmater les brèches, et voilà, est-ce qu'on est encore sur un Camavinga finalement, qui est dans ce rôle de super sub, de mec qui va sortir du banc pour t'apporter quelque chose. Je pense que Camavinga doit franchir ce cap pour être le mec sur qui on peut compter dès la première minute, poser son nom sur la feuille de match en se disant lui on peut lui faire confiance les yeux fermés et pas s'attendre à une dinguerie à tout instant. On va terminer logiquement avec les attaquants, et c'est vrai que cette liste elle donne envie, hein. Barcola, Dembélé, Doué, les 3 Parisiens qui sont en grande forme, Kolo Muani qui est bien reparti avec la Juve, Mbappé avec un double questionnement avec son impact sur le terrain, mais aussi son rôle de capitaine et le brassard retrouvé, Michael Olise qui est un jeune joueur très intéressant qui s'adapte bien au Bayern, et puis Thuram avec ce double visage Inter-bleu, mais ça fait partie quand même un petit peu des joueurs sur lesquels Deschamps s'appuie fréquemment. C'est vrai qu'on peut regretter évidemment que Ryan Cherki et Magnus Akliouche n'y figurent pas. Voilà, on sait que Thuram a une alerte à la cheville. S'il avait été blessé, j'aurais été pour prendre Cherki parce que je pense qu'il faut récompenser la régularité de Cherki. On parle beaucoup de lui depuis ses 16 ans. C'est un joueur qui a démarré à 16 ans, rendez-vous compte, en professionnel, qui a vécu beaucoup de choses sur lesquelles il y a énormément de pression. Et là, Cherki est en train de sortir sa saison référence. Et on parle d'un joueur qui est un 2003. Ça reste extrêmement jeune. C'est pas parce qu'on le connaît depuis très longtemps qu'il ne faut pas banaliser sa jeunesse et sa capacité à être décisif et régulier au cœur de cette saison où il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'OL entre la Ligue 1, l'Europa League, les bouleversements de coach, tout ça. Et c'est vrai, on parle de Cherki comme du meilleur passeur de Ligue 1. On parle d'un joueur qui a de très très bonnes stats. Et voilà, je pense que ça aurait été bien aussi de le voir dans cette équipe de France. Il méritait amplement. Akliouche n'était pas loin aussi, hein, parce que c'est un joueur qui a montré de vrais signes de progression, notamment en Ligue des Champions, qui a été lui aussi un acteur majeur du beau parcours de Monaco, qui s'est arrêté malheureusement en barrage. Et c'est vrai que pour Akliouche, qu'est-ce qui a manqué ? Peut-être un petit peu de match référence sur ces dernières semaines, parce qu'on sait que dans la période récente, ça compte pour Didier Deschamps de voir un petit peu les joueurs qui se distinguent. Et quand on voit les performances de Désiré Doué par rapport à celles d'Akliouche, si on devait mettre les deux joueurs en balance, on se dit
dis que voilà, le Parisien mérite sa place, mais j'ai pas pour autant envie d'enterrer Akliouche en équipe de France. Moi, j'ai envie de le voir un jour parce que c'est un joueur qui a un petit truc en plus à lui, un truc différent par rapport à Cherki et Doué, et je pense que plus on a de talent comme ça, mieux on sera armé, en sachant que voilà, j'ai bien conscience que Cherki et Akliouche sont aussi courtisés par l'Algérie, que peut-être au bout d'un moment ils devront faire un choix, peut-être que ce sera le choix du cœur, et que s'ils choisissent l'Algérie, bah, je leur souhaiterais évidemment un très très bon parcours, et d'ailleurs pour l'Algérie ce serait deux joueurs de choix. Mais voilà, j'espère toujours moi que l'équipe de France puisse compter sur eux à l'avenir. Du coup, par qui commencer? Déjà, j'ai envie de parler pourquoi pas de Michael Olise, parce qu'il y a une statistique intéressante, une étude de l'Observatoire du football, le CUS, qui est sortie cette semaine, qui voilà, regroupait trois caractéristiques différentes pour les attaquants, la finition, la passe et la percussion. Et quel joueur en Europe est le plus complet à cet instant de la saison? Bah, c'est Michael Olise, devant Lamine Yamal, devant Ousmane Dembélé, devant Florian Wirtz. J'étais assez étonné, je me disais que voilà, Michael Olise pouvait bien figurer, mais me dire qu'il était numéro 1 en Europe cette saison, alors après, ce sont des études statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut aux stats, mais ça illustre bien à quel point Michael Olise s'est bien adapté, je trouve, à sa nouvelle vie au Bayern. Tu passes de Crystal Palace au Bayern avec tout ce que ça implique, un petit peu de pression, la découverte avec des champions, aussi le changement entre l'équipe de France Espoir et les A, et c'est vrai que je suis vraiment satisfait pour lui, en sachant que oui, sur les matchs qu'on a pu voir de Michael Olise en équipe de France, c'était pas voilà, encore quelque chose de conséquent, mais c'est quelqu'un qui va découvrir le groupe de plus en plus, qui va s'adapter, et quand il faudra faire appel à lui, je suis sûr qu'il pourra répondre présent à un moment ou un autre, mais quoi qu'il arrive, gros talent Michael Olise, et un joueur qui, encore une fois, pour regarder de temps en temps le Bayern, fait beaucoup de bonnes choses. C'est vrai qu'il y a eu un petit, on va dire, coup de mou hein, à l'automne, mais là je trouve qu'il repart bien sur la seconde partie de saison. Comme je vous l'ai dit en intro, ce secteur offensif il fait saliver, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de joueurs en grande forme, des joueurs qui empilent les stats, les buts, les passes D, qui sont très performants en championnat, en Ligue des Champions, et c'est vrai que les trois Parisiens ils illustrent bien ça. D'ailleurs, Ousmane Dembélé, ça va être très intéressant de voir un petit peu son utilisation par Didier Deschamps. On sait que sous Luis Enrique, il y a eu un petit peu de développement, à la fois une alternance entre le côté droit et l'axe. D'après l'équipe, Didier Deschamps serait tenté d'utiliser Ousmane Dembélé dans l'axe, et surtout de lui laisser cette liberté qui est la sienne à Paris, et c'est là où on a vu vraiment un très bon Dembouz, sans doute de sa meilleure version depuis ses premiers pas quand il était à Rennes et Dortmund. Et voilà, c'est vrai que Ousmane Dembélé, je l'ai souvent critiqué là-dessus sur son parcours en équipe de France. Il n'y a pas eu souvent de matchs référence, de stats. Là, quand on voit la lancée qui est la sienne en 2025, c'est le moment pour lui de s'imposer comme un titulaire indiscutable et bleu, un patron. Il y a tout qui est réuni pour qu'Ousmane Dembélé frappe fort contre la Croatie. Il n'y a plus qu'à, et c'est vrai que moi, le joueur que je vois en ce moment m'enchante. C'est un vrai leader en plus, et l'équipe de France a besoin d'un joueur capable de stater au-delà de Mbappé, et le Dembouz que je vois ces dernières semaines, il a tout pour lui, donc intéressant de voir qui l'accompagnera. On peut imaginer que ce sera peut-être Mbappé, qu'on aura peut-être aussi Barcola, avoir un petit peu l'utilisation différente entre ces trois joueurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'Ousmane Dembélé arrive avec un statut un petit peu changé en équipe de France, et maintenant c'est à lui de prouver. Barcola aussi, très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Il a été un peu moins bien, c'est vrai, on va dire, en novembre-décembre, mais on rappelle aussi que ça reste un jeune joueur qui prend un petit peu plus d'ampleur, qui a beaucoup de pression sur ses épaules, titulaire indiscutable dans l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est pas rien, et l'équipe de France lui aussi peut s'exprimer et montrer toute son aisance. En plus, avec son profil d'ailier un petit peu unique dans cette liste, capable de percuter, de provoquer, de faire gagner beaucoup de mètres balle au pied, oui, ce Barcola-là a clairement son mot à dire, et j'ai hâte de le voir s'exprimer. Je pense qu'il partira titulaire. On sait que Deschamps peut parfois nous réserver 2-3 surprises, mais ce qui est sûr, c'est que sur la forme actuelle, il part bien pour être, voilà, on va dire dans le 11 type. Dernier Parisien à évoquer, bien sûr, c'est le petit nouveau, celui qu'on attendait, celui que je voulais voir absolument dans cette liste de Mars et Désiré Doué, parce que depuis 3-4 mois, on voit un joueur qui a changé de dimension, un transfert à digérer cet été depuis le Stade Rennais, un démarrage un petit peu timide, hein. Voilà, ça n'a pas été simple pour lui de trouver sa place, mais à partir du moment où il a trouvé le truc capable de s'impliquer, de s'imbriquer dans ce projet de Luis Enrique, il a de suite été rayonnant, que ce soit sur une aile, que ce soit au milieu de terrain, avec beaucoup de très bonnes performances
performance par la passe, par le dribble, par le but. C'est un joueur qui peut apporter énormément. Intéressant, en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué dans son esprit le besoin de faire jouer Désiré Doué sur un côté. Donc c'est un petit peu dommage parce que moi j'avoue que Désiré Doué, si je devais dire le successeur de Griezmann au sein de l'équipe de France pour cette caution créative, je pense que ça peut être lui. D'ailleurs, lors de la liste de l'Euro 2024, vous savez, sur l'équipe, vous pouvez faire votre propre liste. Moi je l'avais mis assez en avance dans cette sélection en me disant qu'il faut préparer l'avenir et que pour moi Désiré Doué a le talent nécessaire pour être la doublure de Griezmann. Peut-être que c'était un peu trop tôt et tout, mais là je suis bien content de le voir arriver enfin en A parce que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter à l'équipe de France, quelque chose de très différent par rapport aux autres profils. Et sinon, un joueur qui va susciter beaucoup d'attention, bien sûr, c'est Kylian Mbappé, le capitaine qui fait son retour après avoir été absent des listes d'octobre et novembre. Ça n'a pas été compris par beaucoup de monde, cette absence d'un capitaine qui préférait se concentrer sur son club. Moi je pense qu'encore une fois au niveau de la communication, si très tôt il avait dit je change de club, vous avez vu physiquement lors du dernier Euro, j'étais à la rue, laissez-moi un petit peu me retaper, me concentrer sur le Real, me reposer lors des trêves, et bien sûr que l'équipe de France, je mets pas du tout une croix dessus et je reviendrai. Je pense que si Mbappé avait peut-être été encore plus clair comme il a pu le faire lors de l'interview avec Mouloud Achour et dire à quel point pour lui l'équipe de France ça restait essentiel, je pense qu'on aurait pu le comprendre parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a enchaîné beaucoup de choses et même par rapport à son apport sur le terrain, ce qu'il avait fait lors du dernier Euro, lors des matchs de septembre en Ligue des Nations, c'était vraiment pas terrible, donc autant le laisser vraiment se retaper à Madrid. Et là c'est vrai qu'on voit un Mbappé qui est bien mieux par rapport aux premiers mois, même si lors de ses premiers pas au Real c'est un joueur qui marquait, qui savait toujours être à l'affût du moindre but, on sentait que dans le jeu, dans le fait de prendre la profondeur, même l'aspect technique, c'est quand même très poussif. Là on voit Mbappé qui s'exprime un peu mieux, même s'il y a des matchs où je trouve qu'il est passé à côté, comme la double confrontation contre Atlético, même s'il a obtenu un très beau penalty. Maintenant c'est à lui de jouer, il revient avec un statut qui est le sien, c'est la star de l'équipe de France, il y aura toujours beaucoup de pression, beaucoup d'attentes autour de lui. Après lui-même c'est ce qu'il a voulu, on sait que c'est un joueur qui aime ça, donc à lui de jouer maintenant. C'est un contexte idéal, quart de finale, aller-retour contre la Croatie, une bonne équipe. S'il veut un petit peu se rabibocher avec les supporters, reprendre son histoire d'amour avec l'équipe de France, c'est le moment idéal. En plus, connaissant Deschamps, avec en plus le brassard de capitaine, il sera titulaire à tous les coups. Maintenant, à lui de jouer et de montrer que cette mauvaise passe est un peu lointaine. Dans les autres possibilités offensives, on peut voir également Randal Kolo Muani, qui lui a gardé la confiance de Didier Deschamps quand il était dans le dur avec le Paris Saint-Germain, qu'il avait un rôle de remplaçant, donc très bien de la part du sélectionneur de lui avoir maintenu ça, parce qu'on sait que Kolo Muani aurait pu vraiment plonger mentalement, ça a été dur pour lui, mais on a bien senti que le joueur qui a perdu son temps au PSG, on sait tous que le transfert à 90 millions, que c'était pas compatible avec Luis Enrique, l'histoire elle a mal tourné, mais ce qui est bien c'est que lui il est vite reparti de l'avant, il a marqué beaucoup de buts lors de son arrivée à la Juve. En ce moment, c'est un petit peu ralenti le rythme, ça a été difficile avec la défaite contre l'Atalanta 4-0, avec l'élimination en Ligue des Champions, élimination contre Empoli en Coupe d'Italie. Donc c'est peut-être un Kolo Muani qui a été moins vu sur le dernier mois. Par contre, en équipe de France, c'est un joueur qui a souvent été irréprochable, qui m'a souvent plu, qui n'a pas été le plus flamboyant, qui nous a montré des gestes incroyables. Par contre, un vrai ratio temps de jeu but qui est pertinent, et puis quelqu'un qui a toujours été intéressant, que ce soit dans l'axe, sur un côté. Donc dans un rôle un petit peu de rotation, d'attaquant capable de rentrer à la 60e, 65e. Pour moi, Kolo Muani, c'est tout à fait justifié. Le dernier, c'est bien sûr Marcus Thuram. Moi, je regrette toujours que Marcus Thuram ne nous montre pas ce qu'il réussit à proposer avec l'Inter, en sachant que le système de l'Inter est idéal pour lui. Cette attaque à deux avec Lautaro, avec aussi pas mal d'alternance d'autres attaquants comme Taremi, comme Arnautovic, malheureusement, je ne pense pas que Didier Deschamps construira un jour son équipe autour de Marcus Thuram. Donc à lui d'essayer de s'adapter à un rôle de numéro 9 seul, c'est pas évident, parce qu'on a vu durant l'Euro qu'il a essayé de beaucoup travailler, beaucoup bosser, de faire le pressing. Par contre, balle au pied, c'était assez inquiétant. Donc je me dis que peut-être qu'avec le temps, Thuram va apprendre et pouvoir se montrer un peu plus tranchant. Mais je me dis que si je devais partir sur une attaque pour cette Ligue des Nations, je me dirais que Barcola, Dembélé, Mbappé, c'est ce que Didier Deschamps alignera quoi qu'il arrive.
mais en disant que tu as du Olysée, du Colomboigny, les premières minutes de Doué, ou si jamais tu rames, tu dis quand même que tu es bien armé pour voyager. Voilà, c'était mon avis sur cette liste de l'équipe de France, la première de 2025, les 2 matchs à venir contre la Croatie, jeudi et dimanche prochain, à voir ce que ça va donner dans ce quart de finale de Ligue des Nations. En tout cas, moi j'étais ravi de vous proposer ce petit contenu en plus des streams, parce que je me suis dit que j'allais faire ça au calme, au repos à la maison, pour voir un petit peu ce que ça va donner pour l'équipe de France. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le commentaire, l'abonnement qu'il faut pour m'aider à grandir. Comme toujours aussi, on est disponible en podcast. Les débriefs de Scipion, Formation FC, vous pouvez retrouver ça sur toutes les plateformes audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une bonne semaine foot, et à très vite les potes. Salut!